La manifestation de rue, par définition, se déroule dans l'espace public, mais tout ce qui se déroule dans l'espace public n'est pas manifestation. Ce que nous appelons la manifestation, et le terme ne s'est affirmé que relativement tardivement dans le dictionnaire pour signifier précisément ce que nous entendons par manif aujourd'hui, sans polysémie, cette manif ne s'est autonomisée que très lentement d'autres formes d'investissement d'espace public, que sont l'insurrection, l'émeute, l'attroupement, pour reprendre des termes qui étaient plus couramment utilisés par les préfets. Il s'agit d'un investissement de l'espace public urbain. Rappelons qu'il y a eu beaucoup de mouvements populaires dans les campagnes, mais là il s'agit d'un investissement dans l'espace public urbain et non des moindres, puisque ces femmes sont en marche sur Versailles. Il ne s'agit pas de manifestation. La manifestation n'a pas encore surgi comme forme politique autonome. Pourquoi ne s'agit-il pas de manifestation? Eh bien parce que ces femmes veulent du pain. Ces femmes veulent du pain et elles pensent qu'il faut s'attaquer au boulanger, à la boulangère et au petit mitron, Louis XVI, Marie-Antoinette et le dauphin, pour obtenir du pain. Donc on est dans une revendication de l'instant qui entend être satisfaite immédiatement, d'où la nécessité de se porter sur ce qui est une cible, la famille royale, pour faire en sorte qu'elle intervienne immédiatement afin que ces femmes puissent obtenir du pain. De surcroît, nous voyons bien sur la gravure que ces femmes sont armées, puissamment armées, sans doute que le dessinateur a sans doute accentué l'armement de ces femmes qui était sans doute moindre. Nous avons des pics, nous avons même des sabres à l'arrière-plan, nous avons des canons. Il s'agit donc d'un mouvement que nous pourrions qualifier aujourd'hui d'action directe, qui est une révolution puisque nous connaissons la fin de l'histoire. Et de ce point de vue-là, nous allons voir que précisément la manifestation va naître quand elle va très progressivement, autour d'un processus qui dure plusieurs décennies, s'autonomiser de ces formes de l'urgence. La révolte, la révolution, l'attroupement, l'insurrection sont des mouvements qui s'inscrivent dans le ici et maintenant. Il faut obtenir satisfaction ici et maintenant. Et d'ailleurs, ce sont des mouvements qui, en général, se déroulent là où le problème a surgi. Bon, je sais bien que là, les femmes se portent sur Versailles, donc on aurait peut-être une exception à la règle. Mais ce sont des mouvements qui éclatent sur leur cible ou sur leur objectif, et qui disparaissent lorsque satisfaction a été obtenue ou lorsque la répression est telle que satisfaction ne peut pas être obtenue. La manifestation va singulièrement différer de ces mouvements dans la mesure où elle s'inscrit dans la durée. La manifestation qui va émerger lentement entre les années 1880 et le tournant du siècle va s'affirmer au moment où apparaissent tout aussi lentement les partis politiques de type moderne, au moment où apparaissent des organisations donc qui sont à des degrés divers dotées d'une stratégie et qui, étant dotées d'une stratégie, sont capables de mobiliser des foules, des forces, pour un objectif qu'on sait ne pas pouvoir nécessairement atteindre immédiatement, donc qui s'inscrivent dans la durée du temps politique, qui sont capables de capitaliser les acquis, qui sont capables de penser les défaites lorsqu'il y a des défaites, qui sont capables de tenir les foules à l'écart de mouvements qui conduiraient à l'écrasement obligé, faute d'un rapport de force. Bref, le rapport au temps est un rapport singulièrement différent. Je crois qu'il faut distinguer deux sortes de manifestations, ce que l'on peut qualifier les manifestations appendices, oui, donc qui viennent se greffer sur une forme d'action dominante, la grève ou le meeting, et puis des manifestations qui existent en soi et pour soi, et qui donc sont donc à elles-mêmes leur propre fin. Ces manifestations appendices de grève sont quelquefois une modalité d'organiser la grève. Si on prend le cas des mineurs, au tournant du 19e, 20e siècle, les puits de mines sont très isolés les uns des autres, et donc pour organiser la grève, les mineurs vont de puits en puits pour faire débrayer les puits les uns après les autres. Donc la manifestation est partie constitutive de la grève. La grève s'inscrit dans un temps stratégique, qui est le temps de la négociation, mais qui n'est pas ce temps de l'insurrection et du temps court. La grève est souvent
soit une amorce d'organisation naissante, soit le fait d'une organisation. Donc on est bien dans quelque chose d'émergent. La grève peut être liée aux objectifs de solidarité des grévistes, dont il faut rappeler que pendant une bonne partie, tout le 19e siècle, mais une bonne partie du 20e siècle, on n'a pas de photographie des usines en grève avant 1936, puisqu'on ne pénètre pas dans l'usine, les patrons lock-out, et donc dès qu'il y a grève, les travailleurs se retrouvent dans l'espace public. Donc la manifestation est un peu une conséquence obligée de la grève, mais ce qui est au cœur, c'est la grève et la volonté de revendication et d'obtenir satisfaction. On est dans quelque chose d'extrêmement intéressant, je dirais à triple titre. D'abord parce qu'il s'agit d'une manifestation viticole et que cela doit attirer notre attention sur le fait que, contrairement à ce que l'on a souvent trop tendance à penser, la manifestation n'est pas le monopole des organisations ouvrières et que dès ce moment d'émergence que sont les années 1880, Première Guerre mondiale, la manifestation est de droite comme de gauche, elle est agricole comme ouvrière. Il est vrai que les ouvriers, parce qu'ils manifestent sous des formes appendices de la grève, sont plus souvent dans la rue que les autres, mais la manifestation est un bien commun, elle émerge comme un bien commun, et nous avons donc là des viticulteurs à Bar-sur-Aube, en Champagne, qui manifestent. C'est une manifestation dans la mesure où ils ont des objectifs au regard du gouvernement et des problèmes de fiscalité. Donc il y a la volonté d'être entendu des pouvoirs publics, on n'est pas dans quelque chose on n'est pas dans un rapport d'immédiateté tel que ceux que j'évoquais. C'est une manifestation puisque l'on voit, il s'agit là d'hommes essentiellement, mais on avait des femmes dans les manifestations. Ils arborent un certain nombre de symboles, nous avons le drapeau rouge, mais nous avons aussi quelques marqueurs qui apparaissent à l'arrière-plan. Cette manifestation a été une manifestation violente, et donc rappelons que la manifestation qui ne s'autonomise qu'assez lentement de ses formes antérieures qu'étaient l'insurrection, la révolution, l'émeute, présente toujours ce caractère de violence potentielle, mais en même temps, c'est une manifestation qui s'est mariée une violence réelle. On voit ça au premier plan de la manifestation. Des éléments du mobilier urbain ou des arbres, je ne sais pas, qui brûlent. Il y a eu des débuts de barricades. Mais on voit également un personnage pendu. Il s'agit d'une carte postale de grève. C'était un genre avant 1914. Et la carte postale s'appelle l'auto da fé. C'est-à-dire des formes carnavalesques. Passage d'une violence physique de l'insurrection à des formes de violence symbolique qui sont pratiquement constitutives de ces manifestations émergentes, qui sont très, très fréquentes dans les grèves du tournant du siècle. Et toute dimension est toujours un peu, toute manifestation, je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, est toujours potentiellement tendue entre ces deux formes origines que sont l'insurrection d'une part, et nous avons ici quand même un espace public qui est un petit peu en feu, même si le feu paraît maîtrisé, et la fête présente dans ses dimensions carnavalesques, et la manifestation est toujours susceptible de basculer vers l'un de ces deux pôles qui sont à son origine. Rappelons que la manifestation n'est pas un droit en France et qu'aucune de nos constitutions n'a inscrit la manifestation parmi les grandes libertés fondamentales, même si aujourd'hui le Conseil constitutionnel considère, mais depuis une dizaine d'années, qu'il s'agit d'un quasi-droit constitutionnel. En tout cas, aucune de nos constitutions n'a inscrit dans ses principes fondateurs le droit de manifester. Et il faut attendre 1935 pour qu'un décret-loi donne une certaine existence juridique à cet objet qu'est la manifestation. Donc pendant fort longtemps, on est dans du non-droit, on est presque dans du non-lieu, on est dans quelque chose qui n'a pas de nom clair. Ça ne veut pas dire que les Français ne manifestent pas, ils sont très souvent dans l'espace public, à Paris comme en province, et nous avons là un très bel exemple en province. Deux possibilités, où les manifestants décident d'investir l'espace public, sans demander aucune forme d'autorisation. Cela peut se terminer très mal, ça a été le cas au moment de plusieurs grèves violentes, violente du fait de l'intervention policière entre 1906 et 1909, quand Clémenceau est à la présidence du Conseil, et nous avons là un enterrement consécutif aux grèves de Raon-l'Étape, qui se sont terminées par mort d'homme.
Mordom, puisque on n'a pas encore de forces de l'ordre qui sont spécialisées dans le maintien de l'ordre, et donc c'est l'armée qui intervient, et l'armée ne sait pas gérer le maintien de l'ordre de ce type. Et donc, à différentes reprises, on a des morts dans des manifestations françaises liées à des grèves avant 14, après 14 aussi, mais pour d'autres raisons, et où les manifestants peuvent demander aux autorités le droit de manifester. Les autorités, c'est le maire dans toutes les communes de France, sauf Paris, où il s'agit du préfet de police pour des raisons de spécificité parisienne consécutive à la commune. Et à Paris, la réponse est quasiment toujours non. Donc, en gros, à Paris, pas de manifestation tolérée, sauf très très rares exceptions, jusqu'en 1934, nous en reparlerons. Donc ici, une grève qui se termine mal, qui se termine par mort d'homme. Et donc, on enterre les victimes, les martyrs. En fait, il y avait deux circonstances qui étaient mieux tolérées que les autres. Le 1er mai, en province, mais pas à Paris. Et les enterrements, à Paris y compris, parce que là, pas moyen d'y échapper. Et donc, ces enterrements ou les cortèges du 1er mai en province ont été une occasion d'apprentissage du cortège ordonné pour les manifestants comme du reste pour les forces de l'ordre. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer ces deux photographies, qui sont donc l'une et l'autre des cortèges traditionnels dernier dimanche de mai au mur des Fédérés à Paris. Alors à Paris, où aucune manifestation ouvrière n'est autorisée, 1er mai y compris. Et donc c'est vraiment l'occasion de se déployer dans l'espace public relatif, puisque avant 1914 et jusqu'aux années 30, il est interdit de déployer hors du cimetière tout drapeau, tout banderole. Et il est même longtemps interdit de prononcer des discours dans le cimetière. Et on voit là les forces de l'ordre qui sont là pour vérifier que personne ne va prononcer un discours devant le cimetière. Ce qui est intéressant, donc, c'est de voir que ici, avant 1914, nous savons, parce que la légende nous le dit, parce que nous voyons le mur des Fédérés, qu'il s'agit de ce cortège traditionnel au mur, mais absolument aucun marqueur qui puisse permettre d'identifier ceux qui sont présents. Alors que dans les années 50, les manifestants, qui par ailleurs ont obtenu le droit de déployer hors du Père-Lachaise, banderoles, drapeaux, etc., déploient dans le cimetière des banderoles, ici Renault au milieu des tombes, et nous sommes donc évidemment dans un paysage assez singulier d'une manifestation telle que nous en avons l'habitude, dans un espace qui n'est pas un espace convenu pour la manifestation. Je crois que ce qui permet de passer de ces mouvements mal déterminés finalement à ce que nous appelons manifestation résulte d'un processus qui est un processus long, mais on pourrait quand même retenir quelques étapes. Première étape, 1907, Clémenceau, dont nous venons de parler, reconnaît que dans certaines circonstances et lorsque les organisateurs sont en passe de maintenir l'ordre public, une manifestation peut être tolérée, à Paris y compris. Et la première mise en œuvre de cette tolérance possible aura lieu en 1909. C'est le premier grand cortège toléré dans Paris, à l'occasion après l'exécution de l'anarchiste catalan Francisco Ferrer. Il y a un mouvement de protestation internationale qui se développe, et pour la première fois, les autorités publiques autorisent un très grand cortège socialiste dans Paris. La deuxième étape, c'est l'après-Première Guerre mondiale, quand les autorités, confrontées aux très grandes difficultés du maintien de l'ordre, qui se conclut souvent par mort d'homme, je le disais, pensent qu'on a affaire à quelque chose ce qui se déroule dans l'espace public est quelque chose de suffisamment spécifique pour qu'il faille mettre en place des forces de l'ordre également spécifiques. 1921, c'est les gendarmes mobiles. Donc l'existence d'une forme de l'ordre spécifique traduisant la prise de conscience d'un objet spécifique. Et la troisième et dernière étape, c'est le décret loi de 1935 qui est toujours en vigueur, qui oblige les organisateurs d'une manifestation à faire une demande d'autorisation préalable à la manifestation 3 jours à l'avance, mais qui par là même admet l'existence d'une tolérance possible. En fait, cette manifestation du 6 février 1934, rappelons qu'un certain nombre d'organisations ont appelé à manifester autour de ce qui s'appelait à l'époque la Chambre des députés, donc l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, sensiblement à la même heure, à la sortie des bureaux, donc le soir, nous sommes en février, donc la nuit est tombée très vite. Et il s'agit d'une manifestation au moment où le radical Daladier doit obtenir de la Chambre l'investiture.
La manifestation est très complexe puisque nous avons à la fois des organisations d'anciens combattants qui, lorsqu'elles vont s'apercevoir que la situation bascule vers ce qui est une émeute de rue, vont rebrousser chemin et monter vers l'Arc de Triomphe pour donner un tour symbolique à leur manifestation. Nous avons les Croix de Feu du colonel de la Roque, qui sont une organisation de l'entre-deux et qui ne franchiront pas le Rubicon. L'extrême droite le reprochera d'ailleurs à de la Roque. Et puis nous avons toute une série de ligues, plus l'Action française, qui sont des organisations extrémistes dans leur forme d'action et qui vont peut-être pas passer à l'assaut de la Chambre des députés, mais nous avons quand même des images qui relèvent davantage de l'émeute que de la manifestation. Et les contemporains vont incontestablement voir dans ces images et dans ce qui va se passer à Paris, puisque Daladier, qui a pourtant obtenu une majorité à la Chambre, démissionne faute de pouvoir ramener l'ordre dans la rue et donne par là même le sentiment à ces manifestants-là que la lutte a gagné. Et donc il s'en va pour laisser place à la droite classique alors que les forces de la gauche radicale et socialiste sont majoritaires au Parlement. Les contemporains croient reconnaître là ce qui s'est passé en Allemagne en mars 1933. Et donc pour les contemporains, ces images et le résultat, c'est pas des images, ce qui se passe dans la rue de Paris le 6 février 1934 relève d'un danger fasciste contre lequel ils vont s'efforcer de réagir. Les catholiques et la droite ont très tôt manifesté, au moins autant, pas autant que les forces de gauche ou que les forces socialistes, mais quand elles manifestaient, c'était souvent avec des effets beaucoup plus spectaculaires et plus centraux dans la vie politique. Là, nous avons affaire à des organisations qui sont des organisations d'extrême droite, mais constituées très majoritairement d'anciens combattants. Je pense qu'il s'agit des Croix de Feu du colonel de la Roque. On voit la multitude des drapeaux français qui sont là pour affirmer cette inscription dans un espace national, voire nationaliste. Ils sont porteurs de cannes qui peuvent éventuellement devenir des armes, mais attention, nous ne sommes pas à la même époque qu'en Allemagne, les manifestants portent des armes à feu et il y a des morts par arme à feu. Donc nous sommes dans quelque chose qui est à mi-chemin entre le cortège anciens combattants et la manifestation, puisque les objectifs, on les voit apparaître sur des banderoles derrière les drapeaux, sont ceux de l'extrême droite, protestation contre le régime des scandales et contre l'affaire Stavisky en 1934. Enfin, nous avons affaire à quelque chose de relativement ordonné qui tient à ce que nous avons une matrice particulière qui est la matrice militaire, le passage du défilé militaire au cortège d'anciens combattants, même s'il s'agit là d'organisations qui se situent à l'extrême droite, mais qui affichent leur identité d'anciens combattants sans marcher au pas. Il y a quand même cette dimension pacifiste qui domine, y compris dans ces organisations de droite dans la France des années 20 et dans les années 30. Mais on a une matrice militaire qui n'est pas présente dans les autres cortèges. On a beaucoup parlé au moment du Front populaire de ces cortèges communistes socialistes qui se seraient tombés dans les bras en criant unité, unité, place de la Concorde. Aucun film pris le 12 février 1934, aucun récit dans la presse le 13 février 1934 ne permet de retrouver ce qui va se construire comme un mythe incontestablement dans les mois qui vont suivre. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est une manifestation tolérée. Et je ne dirais pas que c'est la première, parce qu'il y a déjà eu cette manifestation de 1909 dont j'ai parlé. Il y a eu tolérance du cortège d'hommage à Jaurès après la libération de son assassin en 1919. Ça relevait pratiquement de l'hommage aux morts, difficile de l'interdire. Donc à ces deux exceptions près, c'est la première manifestation ouvrière tolérée dans Paris, avec un ordonnancement tout à fait spectaculaire. Ça, c'est relativement neuf. On voit que ce n'est pas du tout le même ordonnancement que pour ces organisations anciens combattantes, mais un service d'ordre, ce qu'on appelle les hommes de confiance à l'époque, c'est le mot qui prévaut pendant tout l'entre-deux-guerres, une amorce de groupe de tête avec des banderoles, avec des pancartes, des pancartes qui affirment un certain nombre d'objectifs, et puis derrière ces pancartes, qui sont toutes de même facture, hein, donc on voit bien, c'est la décision du Parti socialiste, qui est l'organisateur en chef de la manifestation, que d'avoir organisé ces
pancarte qui affirme un certain rapport à l'histoire et qui affirme la volonté de mettre en échec le fascisme. Ensuite, une masse très indifférenciée de manifestants qui témoignent bien de ce que c'est pour une part une première. Il faut bien comprendre que pour qu'une manifestation puisse présenter des formes dramaturgiques extrêmement développées, des grandes fresques, beaucoup de drapeaux, des banderoles, il faut qu'il y ait tolérance. Là, ils apprennent la tolérance d'une certaine manière, et donc, mis à part le groupe de tête, plus de marqueurs ensuite. C'est une manifestation qui est très intéressante à plusieurs égards. D'abord parce que un président du Conseil, qui n'est certes pas encore investi, mais qui est néanmoins déjà désigné, qui assiste, point levé, à une manifestation, rituelle certes, mais à une manifestation qui va connaître une ampleur sans précédent. La presse socialiste et communiste va avancer le chiffre de 500 000 manifestants. Bon, on sait très bien que ces chiffres n'ont pas un sens mathématique, mais dans les circonstances les plus extraordinaires, ces deux journaux n'avaient jamais été au-delà de 200 000. Donc qu'ils puissent avancer le chiffre de 500 000, ça veut dire beaucoup plus qu'en temps ordinaire. Le Père-Lachaise, qui normalement ferme à la tombée du soleil, puisque c'est le règlement des parcs et des cimetières, va rester ouvert la nuit tombée pour que tous ces manifestants puissent entrer dans le cimetière. C'est quelque chose d'énorme, et ça appartient à l'émergence de ce que moi je propose d'appeler des manifestations de souveraineté, c'est-à-dire une manifestation avec des acteurs manifestants traditionnels, mais qui pour la première fois affirment un rapport nouveau à un gouvernement qu'ils vont reconnaître comme leur gouvernement, Léon Blum. D'ailleurs, l'Action française le ressent à sa manière, qui titre le lendemain « L'international va-t-elle devenir l'hymne national ?» Donc le sentiment que ce cortège, qui était le contre-cortège par excellence face au 14 juillet, vis-à-vis desquels les organisations ouvrières avaient de la distance parce que tenues pour nationalistes dans l'entre-deux-guerres, brusquement le sentiment que ce mur des fédérés est en train de devenir une manière de fête nationale où assiste le futur président du Conseil. Et en même temps, ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est une manifestation relais. C'est un hommage à la commune, et en même temps c'est un peu un adieu à la commune, parce qu'une nouvelle image du peuple est en train de naître. L'image du peuple, c'était le peuple des barricades, c'était Gavroche, c'était les Misérables, c'était la liberté de Delacroix qui conduisait sur ces barricades le peuple de Paris, et avec le Front populaire émerge à la politique un peuple nouveau qui construit ces images nouvelles. Là, nous sommes en mai 36, et voilà juillet 1936, qui est le premier 14 juillet, où précisément le peuple va se réapproprier cette manifestation de 14 juillet vis-à-vis de laquelle il avait des distances. Et face à ce peuple nouveau qui crée des formes nouvelles, de jeunes photographes, de génie, Willy Ronis, Seymour, Capa, qui vont inventer une nouvelle image de dire le peuple en marche, dont ces photographies parues dans Vue ou parues dans Regard sont l'expression la meilleure. Et je crois que cette manifestation de mai 35 a été le moment de ce basculement d'un peuple, celui des barricades, peuple héroïque mais peuple vaincu, à ce peuple en marche sous une autre forme. Les deux journaux illustrés favorables au Front populaire, que sont Vue, plus centriste, et Regard, qui était le journal du Parti communiste, vont participer de ces mêmes constructions. Ça va être deux manières de dire le nombre. On voit bien, ces foules énormes, mais ces foules énormes évoquées ici sur les marges, mais représentées par un individu que l'on saisit dans sa substance, dans ses spécificités, et très fréquemment, cet individu, cet homme, porte sur ses épaules un enfant, l'enfant présent dans la manifestation, dans la mesure où la manifestation devient le moment où l'individu prend conscience que sa vie personnelle, son histoire personnelle est en train de raconter l'histoire qui se fait, le sentiment de participer à des journées historiques et la nécessité de quelqu'un qui va transmettre
cet événement historique, et donc l'enfant, à la fois l'enfant comme futur, comme devenir, et en même temps l'enfant en tant qu'il est capable de transmettre ce qui est en train d'avoir lieu. Quelle est la légalité de la manifestation? Quelle est la légitimité de la manifestation? Nous avions tout à l'heure Léon Blum devant le mur des fédérés. Ici, nous avons des élus en tête d'une manifestation contre l'arrivée, le retour au pouvoir du général de Gaulle. Nous sommes en 58. Nous aurions eu quelques jours plus tôt la grande manifestation du 28 mai 58 à Paris, un certain nombre de ministres à la tête hostile au général de Gaulle à la tête de la manifestation. Nous voyons qu'ici les élus ont bien pris soin d'arborer leurs écharpes. Alors la présence des élus n'est pas quelque chose de relativement récent. On l'a dans des grèves d'avant 14, certains élus défilaient en tête du cortège pour protéger d'une certaine manière le cortège, ce qui avait valu d'ailleurs à certains élus d'être démis pour un temps de leurs fonctions dans certaines circonstances. Donc il y a une dimension de protection, et en même temps, il y a la volonté d'affirmer le caractère extrêmement légitime de la manifestation, que ceux qui défilent en arborant les insignes de la légitimité tiennent à inscrire dans les modalités convenues de la politique. Nous sommes après 1947, nous sommes en pleine guerre froide, et bien évidemment, les manifestants et les manifestations n'entretiennent plus avec le gouvernement ce rapport d'intériorité que nous avions vu à l'œuvre en 1936, mais qui aurait valu aussi bien en 1945 ou 1946, et qui amenait à parler de manifestations de souveraineté. Néanmoins, il y a de beaux restes. C'est-à-dire que des organisations ou des mouvements qui se sont définis par la relation extrêmement forte qu'elles ont eue avec le gouvernement de la libération et qui sont au cœur de cette culture politique issue de la résistance, dans ses caractères composites, vont continuer à faire comme si. Alors elles continuent à faire comme si parce que les autorités publiques les laissent un temps faire comme si. Et donc nous allons avoir entre 1947 et 1953 ce que je propose d'appeler des manifestations de souveraineté quand même. Donc les communistes ne sont évidemment plus ni de près ni de loin au gouvernement, ils sont dans une opposition extrêmement forte, nous sommes au cœur de la guerre froide. Ils obtiennent néanmoins l'autorisation d'élever une tribune sur la voie publique. Nous avons sur la tribune des drapeaux tricolores, nous avons un écusson qui dit visiblement République française, même si on n'y voit pas très clair. Et on a donc bien des formes conservées des acquis en termes d'investissement d'espace public qui se sont constitués entre le Front populaire et la résistance. Et ce qui vaut pour les communistes vaudrait tout aussi bien entre 1947 et 1953 pour le général de Gaulle et pour le RPF du général de Gaulle. Nous avons ici une photographie de 1949, donc nous sommes dans la même année. Le général de Gaulle n'est plus au gouvernement depuis janvier 1946. Il organise en province toute une série de voyages que son entourage appelle alors les voyages officieux du général de Gaulle. C'est une autre manière de parler de manifestation de souveraineté. Et nous voyons ici le général de Gaulle reçu à Douai. Il est un chef de parti politique comme un autre. Il est reçu dans l'hôtel de ville de Douai. L'hôtel de ville de Douai, il parle à la foule depuis le balcon de l'hôtel de ville. On voit que la façade de l'hôtel de ville a été drapée par un grand drapeau tricolore. Il est bien évident que celui qui ne connaîtrait pas la date de la manifestation serait persuadé qu'il s'agit d'une manifestation d'un rassemblement de 1945 et 1946. Ce qui me permet de parler de manifestation, c'est que précisément nous ne sommes plus en 1945 ou 1946. Oui, n'oublions pas que la manifestation est toujours un rapport. La manifestation est un rapport dans la mesure où n'est manifestation que ce que l'ensemble des forces en présence reconnaissent comme une manifestation. Prenons l'exemple de cette manifestation qui se termine tragiquement, qui est celle d'octobre 61, au terme de laquelle quelques dizaines disent certains, quelques centaines disent d'autres de manifestants sont tués par la police. Je crois que le fait même que nous ne puissions pas nous mettre totalement d'accord sur les chiffres prouve bien qu'on est rentré dans une logique qui n'est plus tout à fait une logique manifestante. Je vais en dire un mot dans un instant. Cette manifestation a été délibérément souhaitée par ces organisateurs algériens comme une manifestation comme les autres.
la fédération parisienne du FLN choisit de manifester dans les rues de Paris, dans des espaces convenus de la manifestation, en ayant bien soin d'avoir fouillé à la sortie des bidonvilles de Nanterre les manifestants pour qu'ils ne portent pas d'armes. On met des femmes et des enfants en tête. Donc il s'agit bien de faire la démonstration aux Parisiens et par-delà aux Français que ces Algériens qui manifestent contre le couvre-feu sont des manifestants comme les autres dans les espaces convenus de la manifestation. Les pouvoirs publics et la préfecture de police considèrent que ce qui se passe dans les rues de Paris est une opération de guerre du FLN dans les rues de Paris. Et donc va traiter cette question, non pas comme une manifestation, mais comme une opération de guerre du FLN dans les rues de Paris. Il suffit qu'une des forces en présence, et quand c'est la police, les résultats sont évidemment plus graves que quand c'est les manifestants, ne considèrent pas que ce qui se passe dans les rues relève de la manifestation, qui est quelque chose qui n'a jamais été codifié, mais qui a des codes implicites, ne soit pas tenu pour tel, pour que l'on puisse se retrouver dans une situation comme celle de 61, avec une véritable ratonnade dans Paris et des dizaines de morts dans les rues de Paris. Et tout à l'heure, je disais, on ne sait pas le nombre exact, ça prouve bien qu'on est dans une logique de guerre et non pas dans une logique de manifestation. Quand on en est à ne plus pouvoir comptabiliser avec certitude les morts, on est certes dans une logique qui est devenue une logique d'autre sorte. Alors on pourrait évidemment trouver des logiques inverses, mais elles ont évidemment des conséquences beaucoup moins graves. Lorsque des manifestants pendant la manifestation communiste Ridgeway en 1952, ou des casseurs dans une manifestation, c'est produit à différentes reprises, considèrent qu'ils viennent là pour casser et non plus pour manifester dans des formes implicitement convenues, on bascule vers des formes beaucoup plus violentes, mais qui, encore une fois, n'ont évidemment pas le même caractère de gravité que lorsque la police tue des dizaines de manifestants dans les rues. Ces manifestations sont des manifestations qui ont été précédées par, faut-il dire, des manifestations, par les mouvements du début mai au quartier latin, qui bien sûr ne sont pas des manifestations telles que nous les avions vues progressivement se formaliser et se codifier. S'agit-il d'émeutes? C'est évidemment ce que la presse adverse en retiendra. Il s'agit en tout cas du retour des barricades. Du retour des barricades, c'est-à-dire que précisément, alors qu'une certaine image du peuple en marche avait remplacé une image barricadière, alors que des formes d'occupation de l'espace public qu'on avait pris l'habitude d'appeler manif à partir des années 50, avaient remplacé ces mouvements violents de la rue, des mobilisations de la rue aux mobilisations de rue, disait-on, c'est-à-dire d'un moment où la rue était donnée comme un acteur un peu fantasmatique à des formes organisées et ordonnées. Ce retour des barricades, que tout le monde croyait remisé au magasin des accessoires, et qui témoigne de ce que, encore une fois, cette histoire des usages de la rue ne saurait être conçue, perçue comme une histoire linéaire. Alors personne ne décide de faire des barricades. Ces barricades vont surgir en n'étant pas le résultat d'une décision d'organisation. Elles témoignent néanmoins d'un retour quelque peu assumé et mis en scène de formes que l'on croyait révolues, de formes d'occupation des espaces publics qu'on croyait révolues. La répression qui va s'abattre contre ces barricades va induire l'émergence de formes de réaction beaucoup plus massives et qui renvoient à des formes beaucoup plus convenues de la protestation collective, la manifestation et la grève, dans l'articulation qu'elles peuvent introduire. Alors ce qui est intéressant dans ces manifestations, nous avons ici une manifestation étudiante, à l'évidence. Il peut peut-être s'agir... Enfin, c'est une manifestation du quartier latin. Et ce sont des étudiants. Nous voyons une absence de banderoles, par contre, la forte présence des drapeaux exclusivement rouges. Et c'est évidemment tout à fait intéressant de mettre en relation cette jeune femme sur les épaules de son compagnon avec ces photographies de 1936. Il y a des codes de la photographie, hein, et ces codes qui ont été inventés par les photographes de 1936 vont fonctionner très durablement dans la manière de représenter la manifestation de rue. Alors bien évidemment, on est passé de l'homme à l'enfant à des rapports qui sont des rapports autres entre le jeune homme et la jeune fille, témoignant d'un monde qui change et témoignant d'une révolution culturelle qui sera justement au cœur du mouvement 68. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces codes qu'on voit ici dans une manifestation
de la gauche étudiante en 68, ou de l'extrême gauche étudiante. On les retrouve d'une certaine manière dans une manifestation qui cette fois-ci est à l'évidence celle du 30 mai 68 sur les Champs-Élysées, la manifestation gaulliste. C'est toujours très intéressant de voir dans quelle mesure on peut dater une manifestation ou ne pas la dater avec ou sans légende. Celle-là, on la date à l'évidence. On a l'éveil de la victoire, puis on a des habitus, comme dirait Bourdieu, qui sont à l'évidence ceux d'une manifestation de droite et non de gauche, même si certains aspects de la manifestation du 30 mai ne présentent pas ce caractère presque caricatural. Mais on retrouve très exactement, en réponse trait pour trait, le jeune homme et la jeune fille. Et on a donc bien là, en longue durée, une manière de dire la rue et de dire la manifestation qui s'est construite et qui circule durablement. Vous relevez dans votre livre La manif en éclats que c'est dans ce tournant des années 70 que la manifestation va devenir, et de plus en plus désormais, la forme d'affirmation de son opinion, de protestation, de plus en plus légitime. C'est-à-dire qu'elle devient légitime à la fois pour toutes les catégories sociales, pour la gauche comme pour la droite. Et je crois qu'il faut revenir rapidement sur la manifestation du 30 mai 68. Tout à l'heure, je parlais du général de Gaulle présentant sa constitution dans la rue. Le 30 mai 68, nous avons le pouvoir en place qui, pour sortir de la crise de 68, au milieu de tout un dispositif, fait appel à la rue. Fait appel à la rue avec des effets un peu inattendus au regard des adversaires qui n'imaginaient pas que le pouvoir gaulliste soit capable de réaliser cette énorme manifestation dans les rues de Paris. C'est-à-dire que après la Commune de Paris et aujourd'hui, la rue, même si on la dote quelquefois de majuscules, n'a plus jamais fait tomber un régime. Ceux des régimes qui sont tombés en France sont tombés sous les effets de données internes et externes, les guerres combinées avec des crises intérieures. Donc aucun régime n'est plus jamais tombé sous les coups de la rue. En revanche, à deux reprises, on a vu des crises majeures du système politique, en 1934 et en 1968, se nouer et se dénouer par la rue. C'est-à-dire que la rue est apparue comme une des modalités de gérer la contradiction dans le cadre du système existant, avec un appui implicite des pouvoirs publics en 1934 et totalement explicite en 1968, puisque le pouvoir appelle la rue à exprimer son soutien au pouvoir. Il est bien évident que cette manifestation du 30 mai 68 et le rôle que les gaullistes ont fait jouer à la rue a été un puissant facteur de légitimation de l'action de la rue au regard même des autorités. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que à partir de 1983, plus nettement, et en gros jusqu'en 1995, toute une série de projets de lois, quelquefois de ministres et de gouvernements qui vont avec, sont tombés sous l'effet de mobilisation collective de très large ampleur où la rue jouait une place majeure. Bon, ça s'était déjà produit dans les années 20 ou dans les années 30 de temps en temps. La grande différence, c'est que ces épisodes, rappelons le plan Juppé à 95, ne sont plus jamais vécus ou pensés par les pouvoirs publics comme des crises politiques majeures. Et on voit même tout au contraire les pouvoirs publics, et notamment Balladur, expliquer que globalement, il s'agit de quelque chose qui tendanciellement pourrait s'apparenter à un référendum d'initiative populaire qui, rappelons-le, n'est pas inscrit en tout cas à un tel niveau dans notre Constitution. Donc on a vu progressivement cette forme d'action qui n'avait pas de statut juridique, qui n'avait pas même un nom, qui était réprimée. On est souvent mort dans les rues de France sous les coups de la répression face aux manifestations. Progressivement, cette forme d'action s'est imposée comme une des modalités, je dirais, quasi convenues du politique au regard même de ceux qui nous gouvernent. Et c'est peut-être comme cela qu'il convient d'interpréter la fameuse intervention de Raffarin. La rue ne gouverne pas. Je ne saurais jamais si Raffarin y mettait une majuscule, puisque la presse ne nous dit pas s'il y a une majuscule. Quand on dit la rue avec un R majuscule, ça véhicule évidemment toujours plus de fantasmes que si c'est un R minuscule dans un pays comme le nôtre. Quoi qu'il en soit, il me semble que quand Raffarin dit la rue ne gouverne pas, en ayant pris soigneusement les dispositions pour que le gouvernement, cette fois-ci, ne cède pas. Enfin, je veux dire, il sait qu'il a en main un dispositif qui va lui permettre de faire face à une pression qui est par ailleurs une pression
au moins aussi importante en 95 du point de vue de la mobilisation de rue. Je me demande si de la part de Raffarin, il n'y a pas une volonté, certes, de faire passer le projet de réforme sur les retraites, mais tout aussi bien de casser cet instrument politique pour lequel la rue a su s'affirmer de 1983. Ce sont les grandes manifestations pour la défense de l'école libre de l'initiative de la droite et des catholiques, rappelons-le, jusqu'en 95, et qui a été utilisée tout aussi bien par la droite que par la gauche pendant une bonne quinzaine d'années. Vous soulignez dans votre livre la montée exceptionnelle du nombre de manifestations, pas de manifestants. Vous citez le chiffre pour les années 90 dans Paris, plus de 15 000 manifestations recensées, alors qu'il y en avait eu 15 000 recensées dans toute la France depuis le début du siècle. Alors, une remarque préalable, les 15 000 manifestations recensées le sont par les services de la préfecture de police et donc sont rigoureusement exactes. Ils intègrent de surcroît de très petits rassemblements qui ça peut être moins de 10 manifestants, ça peut être 2 manifestants qui sont toutes les semaines à l'initiative du MRAP et du Parti communiste devant l'ambassade américaine pour la défense de Mumia. Donc, et par contre, les 15 000 manifestations depuis le début du siècle, c'était moi qui les avais recensées à partir de recensements inexistants, donc j'ai dû en laisser échapper beaucoup. Bon, quoi qu'il en soit, et même si ça donne une tendance. La tendance lourde est à l'évidence à l'explosion du nombre de manifestants. Cette explosion du nombre de manifestants, elle peut être perçue comme un signe de bonne santé politique, elle peut être perçue aussi comme un symptôme de ce que nous connaissons bien par ailleurs, c'est-à-dire de ce phénomène de morcellement, d'émiettement du politique. Rappelons que pendant des décennies, les grands organisateurs de manifestations ont été les syndicats et la CGT plus que d'autres, ou les partis et le Parti communiste plus que d'autres, avec une volonté globalisante de la manifestation. Nous avons aujourd'hui un phénomène de très grande dilution des organisations qui manifestent, dilution qui a été accentuée par le fait que la loi de 81 qui autorisait les associations d'étrangers a permis à ces associations de se déployer dans l'espace public, lorsque ça leur était, sinon impossible, en tout cas extrêmement difficile avant 80. Donc le nombre d'organisateurs de manifestations s'est démultiplié. La manifestation, finalement, est un bon prisme qui nous permet de percevoir des mutations à l'œuvre dans les formes d'organisation du politique, avec une très grande... un émiettement des associations, un émiettement des objectifs, qui n'exclut pas que ces associations, ou nombre d'entre elles, puissent se retrouver dans certains moments manifestants d'une certaine importance. Mais nous avons là une très bonne photographie de la crise du politique. En 1936, on a beaucoup d'organisations qui n'avaient pas l'habitude de manifester ensemble, et puis qui passent des accords, qui manifestent ensemble. Donc elles ont besoin d'être ensemble, mais elles ont besoin de dire qui elles sont. Et donc c'est parce qu'il faut s'autonomiser au sein d'un collectif qu'apparaissent ces banderoles avec des organismes, avec des entreprises qui fabriquent, des calicots, dit-on à l'époque, qui permettent à chacun de savoir qui il est dans le sein d'un collectif qui est le Front populaire. Alors ça n'a pas disparu, mais ce qui est clair, c'est que depuis une bonne quinzaine d'années, ça a été encore beaucoup plus net avec la manifestation de mai 2002, on a vu apparaître des phénomènes de très grande individuation au sein de la manifestation, où ici on vient en famille avec sa banderole, sa pancarte, à l'évidence fait à la main, et là les enfants sont là pour nous indiquer que c'est une fabrication maison que sans doute les enfants ont réalisé, pour dire non, ou pour dire oui d'ailleurs dans d'autres circonstances. En tout cas, chacun vient avec sa banderole, avec son mot d'ordre, avec sa pancarte, avec souvent une très grande fantaisie dans les formes d'expression. C'est une autre manière pour l'individu de s'intégrer dans le groupe. Je crois que ça n'indique pas la disparition du collectif, mais les formes d'intégration au collectif ne se font plus par la médiation de ces formes organisées qui prévalaient ici. La manifestation de rue n'existe avec la force qui est la sienne dans un pays comme la France que parce qu'elle véhicule une très longue histoire. Que parce qu'elle véhicule une histoire qui est cette histoire antérieure des révolutions et des insurrections, ici symbolisée par
des monuments républicains, mais qui sont porteurs de toute cette histoire. Hein. Rappelons que la statue de Dallou, place de la République, elle marche vers la Bastille. Hein. Devant elle s'ouvre le faubourg Saint-Antoine et donc elle marche vers la Bastille. Donc nous avons une très longue histoire des révolutions qui a imprimé à l'espace public, et notamment à l'espace public de la capitale, une force sans commune mesure qu'on ne retrouverait pas dans nombre de capitales européennes et moins encore dans des villes nouvelles, par exemple, où l'espace est un espace atone, où on est dans un espace de l'anomie. Ici, l'espace est porteur de sens et curieusement, les manifestants, même lorsqu'ils ne sont pas toujours les meilleurs qui soient en histoire, et ça il le sait, même s'il ignore l'histoire de France, comme disait une chanson, il est héritier oui, depuis sa naissance, de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, même s'il ignore l'histoire de France. Et bien je crois que ces manifestants, même s'ils ignorent l'histoire de France, ils savent, dans des moments où le monument, ou la place, ou la rue sont brusquement réinvestis par une foule qui redonne le sens, ils savent qu'il y a un sens. Je crois que la manifestation fait partie de ces très rares moments où l'individu, avec son histoire propre, peut avoir le sentiment qu'il s'intègre dans une histoire collective, avec la durée de cette histoire collective et la capacité de cette histoire collective de faire l'histoire dans certains moments exceptionnels, mais possibles s'agissant des manifestations de rue à Paris en particulier. Il y a eu des marches dans l'histoire française. On a quelques marches de chômeurs au moment entre 31 et 35 qui s'inspirent explicitement de modèles britanniques ou américains. La marche, dans ce qu'elle implique de traverser d'un très long espace de durée, était quand même relativement exceptionnelle. Ça apparaît timidement dans les années 30 et puis ça disparaît presque aussitôt. Et on a un phénomène donc de réémergence des marches. Alors, deux types de marches, celle que vous évoquiez, c'est-à-dire la marche des chômeurs, ou la marche mondiale des femmes, ou la marche européenne des chômeurs, ou la marche des beurs, c'est-à-dire une volonté effectivement de traverser un très long espace pour aller à Paris, dire le sens, en témoignant une difficulté à être entendu là où on est, ou avec la volonté de créer du lien, s'agissant de la marche européenne, de la marche mondiale des femmes ou de la marche européenne des chômeurs, de créer du lien entre des espaces qui n'entretenaient pas de lien entre eux. Mais on voit aussi apparaître une très forte réémergence du mot marche pour désigner des choses qui pourraient tout aussi bien s'appeler manifestations, puisqu'elles ont lieu dans l'espace. Prenons par exemple l'exemple de la marche anti-FN à Strasbourg lors du congrès du FN, je crois que c'était en 97. Bon, il est bien évident qu'on aurait pu appeler ça manifestation. Je sais bien que les manifestants venaient de la France entière, mais ça s'est déjà passé des tas de fois à Paris et on parlait quand même de manifestation. Il me semble que cette affirmation de forme nouvelle ou de mots nouveaux pour désigner ce qui pourrait être une forme ancienne traduit une volonté de se distinguer de ce qui avait lieu. De la volonté de ne pas utiliser le mot de manifestation dans la mesure où nous venons de le voir, le mot de manifestation et les formes manifestantes sont finalement très imprégnées d'une histoire, une histoire vis-à-vis de laquelle des distances sont prises, soit parce que les espaces concernés sont des espaces d'une autre sorte, construction d'un espace européen, une nécessité de lutter, d'affirmer des réponses dans cet espace d'une autre sorte, en transcendant des formes nationales d'expression, soit parce qu'on a un phénomène de relative défiance vis-à-vis des formes d'organisation politique au sens large existantes, et que l'on invente, sinon des formes nouvelles, du moins des mots nouveaux pour le dire, de manière à créer la distance. On a vu apparaître des formes d'investissement de l'espace public extrêmement puissants, extrêmement importants, la Gay Pride, mais aussi bien la technoparade. Et la question qui se trouve aujourd'hui posée à l'observateur de la manifestation, c'est où se trouve la limite. Mais c'est évidemment toujours une fausse question, la question des limites chronologiques. Mais c'est une question intéressante. On voit très bien que la frontière qui sépare la manifestation de ses formes festives ou que ses formes parades est une frontière extrêmement mouvante. Le grand rassemblement sur les Champs-Élysées lors du Mondial était-il une manifestation? Non, mais néanmoins, il l'était aussi. Donc, nous voyons la manifestation basculer progressivement vers des formes nouvelles d'investissement de l'espace public, souvent à très forte dimension festive au sens extrêmement large de la fête, et qui traduisent des mutations culturelles d'ampleur.
Dans les cortèges de mai 35, par exemple, l'association des artistes écrivains révolutionnaires réalise d'énormes fresques absolument superbes que les manifestants arborent dans la rue. Donc la présence des artistes dans les manifestations et leur capacité à mettre en scène a pu se produire. On voit bien que c'est dans des moments très particuliers de l'histoire de la rue. Il n'en demeure pas moins que le nouveau existe quand même. Bon, là, effectivement, nous avons une très belle photographie du photographe Marc Pateau. La photographie de la photographie dans la manifestation. Ce qui me paraît, enfin ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nombre de ces groupes, je pense des groupes autour de Vamos, mettent en évidence le rire comme modalité du politique, comme dans certaines d'autres circonstances, on a pu mettre en évidence la fête comme modalité du politique. Donc, on n'est pas uniquement là dans de l'animation culturelle ou dans de l'animation artistique. Il y a la volonté affirmée de permettre la prise de conscience ou de mettre en difficulté les forces de l'ordre par ces formes d'expression qui provoquent le rire, oui. Ils sont là pour provoquer le rire. Ou qui ont une dimension souvent très spectaculaire. Les manifestations, et en particulier ces manifestations à dimension transnationale, ont aussi vocation à être maintenant télévisées, et ce dans le monde entier. Nous avons vu comment en 1936, c'était les photographes qui avaient contribué à créer les images nouvelles de la manifestation. Nous savons très bien aujourd'hui que la télévision et les télévisions contribuent à la très grande circulation des images et par là même des formes mises à l'œuvre, et ça peut expliquer ces phénomènes transnationaux dans les formes qui sont tout à fait notables. Je pense qu'il faut éviter le discours qui amènerait à réduire la manifestation à sa dimension médiatique et à éviter de réduire les formes mises à l'œuvre à la volonté de passer à la télé. Ça peut exister certes, mais je crois que ce n'est pas majeur. Il y a toujours des vrais projets politiques au sens large à l'œuvre dans cette émergence de formes nouvelles. Il n'en demeure pas moins que les manifestants, et souvent dans des pays où il y a des conditions difficiles, sont quand même conscients de la nécessité d'inventer des formes qui soient compréhensibles à tous par-delà les frontières et par le biais de l'image télévisée. La manifestation est un lieu du lien, un lieu de plaisir parce qu'il se passe des choses dans la manifestation, parce que c'est un lieu de rencontre, parce qu'il y a des espaces privés à l'intérieur de l'espace public qui se construisent dans la manifestation, et puis parce que je crois que c'est, encore une fois, ça vaut certes pour certaines manifestations plus que dans d'autres, un des rares moments où les acteurs peuvent avoir le sentiment qu'ils participent à la marche vers quelque chose. N'oublions pas qu'on marche vers.